Le dernier cours, bien évidemment, nous avons introduit ici là la STL, la Standard Template Library. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à la STL? On a tout simplement dit là que la STL en fait contient un ensemble de classes templates. Donc c'est une librairie qui contient ici là un ensemble de classes templates qui vont nous être utiles à de nombreuses occasions, à de nombreuses situations récurrentes lorsqu'on se en train de programmer. Et son but principal ici, c'est de faire quoi? C'est tout simplement de faciliter ici notre travail en tant que développeur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites qu'on va tout simplement réutiliser. Donc, en utilisant ça, la STL, ça va nous empêcher ici là, de coder des algorithmes ou alors d'implémenter des structures de données universelles. Lorsqu'on parle de structures de données universelles, ce sont les structures de données qui existent déjà. Par exemple, les tableaux dynamiques, les fils, les listes chaînées, etc. Donc, c'est ce à quoi va servir donc ici là, la STL. Et lorsqu'on se séparait, nous avons introduit les 2 premiers concepts. Nous avons parlé des conteneurs. Lorsqu'on parle de conteneurs, ce sont les structures de données qui vont permettre de contenir les données. On a introduit par exemple dans les vecteurs, les decks, les piles et les fils. On a parlé également des itérateurs, qui étaient des pointeurs généralisés, qui sont adaptés sur le conteneur, qui vont nous permettre de faire quoi? D'itérer en fait sur le contenu, sur un conteneur pour pouvoir cela exécuter ou alors afficher des informations. En tous les cas, parcourir ici un conteneur pour faire un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'on s'était arrêté au niveau des itérateurs. On avait ici la définition de quoi un itérateur. On a commencé ici à travailler sur les itérateurs. Je pense que le dernier exemple était au niveau du parcours. Alors, par rapport aux itérateurs, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on parle d'itérateur, c'est tout simplement pour le traitement des conteneurs. Parce qu'on a dit que les conteneurs permettent de contenir des données. Et lorsqu'on parlait des itérateurs, les itérateurs vont nous permettre de pouvoir traiter les données qui sont dans un conteneur. Donc, par exemple, on a les données dans un tableau dynamique et vecteur. Grâce à un itérateur, on va pouvoir faire le traitement des données qui sont dans ce conteneur-là. Puisqu'un vecteur est bien évidemment un conteneur. Et maintenant, lorsqu'on parlait des itérateurs, on a parlé également de pointeurs, comme vous avez bien dit. On avait dit qu'il y a l'opérateur étoile qui va nous permettre d'accéder ici là à une information lorsqu'on est en train de parcourir. Lorsqu'on veut traiter les informations d'un conteneur, pour avoir la valeur, ou alors pour accéder à l'information, on devait utiliser l'opérateur étoile. On s'était séparé sur les opérateurs, je crois que c'était arithmétique. C'est là on avait montré ici là comment on était sur l'exemple d'insertion ici et d'affichage des éléments. On s'est séparé sur cet exercice-ci où on voulait faire quoi? On voulait faire l'insertion des éléments dans un conteneur ordonné à l'aide d'un itérateur. On a bien vu la dernière fois comment est-ce qu'on ici là la syntaxe, c'est l'utilisation des itérateurs. Comment est-ce qu'on procède tout d'abord pour pouvoir essayer de déclarer un itérateur. Pour vous déclarer un itérateur, il faut toujours préciser le type d'itérateur. Le type de l'itérateur doit être le type ici là du conteneur qui va traiter. On voulait montrer cela comment on peut insérer des éléments dans un conteneur en fait ordonné à l'aide ici d'un itérateur. On a pris l'exemple là par exemple sur un vecteur entier. On avait un vecteur A, on avait deux itérateurs I et J. L'objectif était de faire quoi? Au vecteur A, on a ajouté trois informations, trois données. Et ce qu'on a fait, c'est quoi? On se positionnait. Vous vous rappelez très bien du begin. Lorsqu'on parle de begin et de end sur les itérateurs, c'est tout simplement pour dire quoi? Ce sont des méthodes en fait pour se positionner dans un conteneur. Et la position du premier élément du conteneur est renvoyée cela par la méthode begin, comme nous avons dit l'autre jour. Et la méthode end, quant à elle, renvoie cela la position du premier élément qui est situé après le conteneur. C'est grâce à ça qu'on pouvait cela parcourir ici là notre conteneur pour exécuter un certain nombre de tâches. Donc, dans un tel exemple, on avait fait ça. L'objectif était de faire quoi? Était de se positionner et faire un begin. Lorsqu'on fait le A.begin, c'est-à-dire qu'on se positionne au début et on sauvegarde ça la position d'un itérateur I, parce que c'était de type itérateur. Et après, qu'est-ce qu'on faisait? On insérait un élément, on retenait sa position à l'intérieur. Après, on a fait un affichage pour voir si ça fonctionne très bien. Et ça fonctionnait. Donc là, c'était un exemple très simple qu'on avait fait. On peut faire un autre exemple pour montrer ici là comment est-ce qu'on peut toujours travailler avec les itérateurs. Alors, si on vient tout dans notre premier exemple ici, on avait notre vecteur A, on avait notre itérateur I. Bon, on peut commenter l'itérateur J. On va omettre ici le travail avec l'itérateur J par exemple.
Bon, c'est mieux que je commente, je vais prendre ça comme un exemple 1. Pour ne pas, là, je vais commenter ça. On va juste réutiliser le code. Donc, on va tout partir sur un itérateur. Parce que qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir faire? On travaille toujours sur les insertions d'éléments dans un contenu à l'aide des itérateurs ordonnés. Là, on va monter notre deuxième exemple pour voir comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, on a toujours notre vecteur. On part toujours sur un vecteur. On va aller toujours sur notre vecteur A avec un itérateur I. Et on va toujours ajouter. On va prendre ça comme exemple 2 sur les itérateurs. Donc, on a notre vecteur A et un itérateur I. On a notre conteneur du type vector. On va tout simplement faire un poche. On va reprendre la même chose. On va juste ajouter des données. Ok, on va faire tout simplement un A.poche par exemple 1. Après, on fait A.poche 3. Un A.poche 4. On va se positionner bien évidemment. Même chose, rien ne change. On se positionne et on avance d'un pas. Et lorsqu'on va avancer, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une insertion. Vous vous rappelez très bien de l'insertion. On avait dit que la méthode insert prenait un paramètre. Elle avait deux signatures. La première signature de la méthode insert prenait un paramètre quoi? Premièrement, la position et la valeur qu'on va insérer. Et la troisième prenait quoi? La position, la valeur, le nombre de valeurs, en fait, le nombre de fois en fait, de valeurs qu'on va insérer. Donc, par rapport ici là, à celle-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'insérer en utilisant la deuxième méthode. La deuxième méthode disait quoi? Donc la méthode insert, donc on avait fait ça quelque part ici. Ok, c'était celle-ci. On avait là par exemple insert i n val. C'est-à-dire quoi? La méthode insert va insérer n fois. Donc on va insérer quoi? On va insérer n fois la valeur si cette valeur à partir de l'emplacement i. Puisque ici c'est l'emplacement. À partir de quel emplacement on va insérer? À partir de l'emplacement i, on va insérer n fois cette valeur-ci qui a été prise en paramètre. C'est le deuxième cas d'utilisation que nous sommes en train de vouloir faire en utilisant la deuxième méthode d'insertion. La dernière fois, nous avons utilisé la première méthode d'insertion dans un conteneur de l'itération sur un conteneur. Voilà, la deuxième méthode consiste en faire quoi? Ce qu'on fait, c'est simple. On fait tout simplement, on appelle juste la méthode insert sur l'autre conteneur. Avec insert, on passe en paramètre les différents éléments. La position, c'est quoi? C'est i. Par exemple, on veut insérer par exemple deux fois. Donc, n va prendre 2 par exemple ici là. On peut prendre par exemple un chiffre 7. On va insérer par exemple 2 fois le chiffre 7 à partir de i. Alors, ici va valoir quoi? Si on a pris i reçoit begin. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait a.insert i de 7. L'insertion est faite. Et on peut donc faire tout simplement un simple affichage et le tour est joué. Si on fait ici A tout simplement de A de 0, A de 1, A de 2, A de 3. Et on peut également faire un A de 4 puisqu'on aura dorénavant plus de 4 valeurs. On va quitter de A de 0, A de 1, A de 2, A de 3 et A de 4. On va couper tout simplement là. À la ligne 266, on aura 1, 3, 4. Après l'exécution de la ligne 266, on a le résultat 1, 3, 4. Maintenant, la ligne 268 vient donc faire l'insertion ici dans le conteneur. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on aura? 1, 7, 7, 3, 4. Exactement. Donc, si on compile, c'est censé afficher 1, 7, 7, 3, 4. Vous voyez, le résultat, c'est ce qu'on a voulu. Donc, comme on l'a vu, on a la méthode insert, bien évidemment, qui prend donc 3 paramètres. Et les paramètres qu'elle prend, il y a l'itérateur, et elle insère dans l'élément existant entre J, entre l'intervalle qu'on a précisé en fait. Donc, il y a également il y a également maintenant ici là une autre méthode qui permet cela de faire l'insertion. Donc l'insertion en fait cela d'éléments dans un conteneur aux données à l'aide des itérateurs plutôt. Si vous vous rappelez très bien, la dernière fois on parlait de quoi? De l'insertion cela d'éléments dans un conteneur aux données à l'aide des itérateurs. Maintenant ici, c'est la même chose qu'on veut voir, mais maintenant on aura 3 paramètres.
qui seront distincts. Donc l'utilisation des paramètres va être distincte. Donc par exemple, on aura maintenant une méthode insert qui va prendre un paramètre 3, il va prendre un argument, puisque nous sommes à l'exécution I, par exemple J, par exemple et K. Qu'est-ce qui va donc se passer? Elle va prendre un paramètre 3 itérateurs cette fois-ci. Et lorsqu'elle prend un paramètre 3 itérateurs, elle va insérer les éléments en fait entre par exemple entre l'itérateur J et K. On va insérer par exemple un élément entre deux itérateurs. Dans ce cas-ci, on va faire appel à cette syntaxe-ci. On prend un paramètre I, J et K et on va insérer ici là entre J et K notre valeur en fait. Donc, ça veut tout simplement dire on va tout simplement ici là prendre un paramètre 3 itérateurs et insérer les éléments ici là existants entre J et K. K exclut bien évidemment. Et on quitte toujours de l'emplacement I, puisque c'est à partir de I qu'on se positionne. Et à partir de I qu'on se positionne, on va essayer d'insérer l'intervalle qu'on a dit. La nuance ici, c'est quoi? Lorsqu'on prend cette méthode ici, il faudrait ici là que les deux itérateurs J et K ici pointent sur le même conteneur. Quand on dit pointer sur la même chose, vous comprenez ce que ça veut dire. Ils ont le même emplacement mémoire. Donc, ça dit quoi? Du même type déjà que celui dans lequel on veut faire l'insertion, par exemple. On va faire un exemple simple pour que vous puissiez voir. Voilà, on va tout partir sur un vecteur, le même type de vecteur. De cette façon, on va utiliser les decks. On déclare notre vecteur. On va partir d'abord sur un vecteur toujours. De type entier. Bon, on va tout quitter avec A. On va prendre 2. Vous vous rappelez bien qu'est-ce que j'ai dit par rapport ici là à ce qu'on veut utiliser. On aura par exemple là 2 itérateurs qui doivent pointer ici là sur le même conteneur. Moi, il veut prendre le premier itérateur. On va utiliser ici là 2 conteneurs. Le premier conteneur, on va l'appeler A. Tableau dynamique toujours. Le deuxième, c'est toujours un tableau dynamique. Toujours de même type. Et on va l'appeler B. Et on peut directement ici là l'initialiser. On dit 3, 2, qu'est-ce que ça signifie? On initialise ici là notre deck directement. C'est-à-dire quoi? On crée un deck. C'est-à-dire quoi? Un tableau dynamique de taille 3. Et on initialise notre tableau avec les valeurs 2. Donc, les 3 cases auront pour valeur 2. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer nos 2 itérateurs. Et le premier itérateur sera de type, bien évidemment, vecteur. On va appeler de la syntaxe. On gagne un temps. Alors, le premier ici, là, c'est un itérateur de type entier. On va l'appeler I. Ensuite, on aura un itérateur de type toujours. J'espère que j'ai commenté tout ici. OK. On aura un deuxième itérateur, cette fois-ci, de type deck. Et bon, on va prendre deux ici. Là, on va prendre J et K pour les 2 itérateurs qu'on va utiliser pour le positionnement, pour l'intervalle. On va prendre J et on va prendre K. Puisqu'ici, tout est correct. On a nos 2 itérateurs. Alors maintenant, on prend d'abord notre premier conteneur. On va insérer des valeurs avec pushback. On peut prendre les mêmes choses que tout à l'heure. On prend A, puisqu'on a toujours A. On va prendre A.pushback. A.pushback. 1, 3, 4. On passe la même chose. Alors maintenant, on va faire appel à notre méthode insert. Il faut d'abord qu'on se positionne comme on a dit. Première des choses, on va se positionner sur qui? Sur le conteneur A à partir de begin. Et on va mettre que ça positionne en quoi? Dans I. Puisque c'est celui qu'on veut travailler. Donc, vous l'aurez déjà compris. Si on a un vecteur, alors l'itérateur ne peut travailler que sur la même donnée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement, on le met tout simplement dans une variable. I qui va
et on va lui mettre la variable i tout simplement. Donc on aura notre itérateur qui a a.begin, on incrémente. Même chose pour j. Je vais copier la même chose. On va prendre la j, lui sera à quoi? À b plutôt point begin. On se positionne également sur le deuxième conteneur à b.begin. On avance également. Et maintenant, pour aller à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Pour aller au dernier élément, comme on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'on va se positionner pour créer l'intervalle JK, comme on a dit ici. Il faudrait quoi? Pour avoir l'intervalle, ça veut dire qu'on va prendre des J à K. Puisque J et K sont de même type. Donc, on va prendre tout simplement ici. C'est juste un même exemple que les autres. C'est juste qu'on essaie de changer la manière. C'est juste un autre exemple plus complexe. Et si on prend plutôt à K reçoit B.N. De là, on est sûr qu'on a un intervalle. Je ne sais pas si vous comprenez d'où nous sommes en train d'aller. Vous voyez qu'en faisant ça, rien qu'en faisant ça, vous l'aurez déjà compris. Donc là, on voit très bien que le J, à partir JK sera l'intervalle quoi? L'intervalle du deck. Parce qu'on quitte tout. On va quitter de 2 jusqu'à la fin de notre conteneur J. Notre conteneur B, pardon. Une fois que c'est fait, maintenant, on peut faire l'insertion. Donc, si on fait l'insertion ici, là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on a dit va s'exécuter. Donc, on va faire une insertion ici, là, en se basant, en fait. On va faire l'insertion ici, là, des éléments, en fait, dans un conteneur qui sera ordonné à l'aide des itérateurs. Donc, tu voyez qu'on s'est baladé ici avec les itérateurs pour pouvoir faire une insertion. Donc, on se positionne d'abord à I, après on se positionne à J. On s'est positionné parce que sur les deux. Et après, qu'est-ce qu'on fait directement? On peut faire une insertion dans A. A pour insert I, J, K. Vous l'aurez compris, en fonction des explications que nous avons données ici là. C'est l'objectif, c'est de faire quoi? Lorsqu'on avait utiliser la méthode insert IJK, par défaut, elle va comprendre, hein, parce que, comme j'ai dit tantôt, ça c'est une méthode qui a plusieurs signatures. Donc, nous avons vu 2 signatures. La première signature, c'était quoi? La première signature, c'était celle-ci. La position, la valeur. La deuxième signature, la position, le nombre de fois et la valeur. Maintenant, la troisième position, c'est quoi? C'est qu'on veut parcourir ici des itérateurs pour insérer une valeur dans un intervalle précis. Et dans d'autres cas, ce sera quoi? L'insertion va se faire sur A, en se basant sur quoi? Sur le positionnement de I et l'intervalle JK. L'intervalle JK qui correspond à quoi? Aux itérateurs de B. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc forcément, on peut faire maintenant notre affichage. Vous allez voir, quand vous allez voir le résultat avant d'interpréter. Donc, si on fait un affichage, par exemple, A de 0, A de 1, c'est bon, oui. Parce que là, on aura 3, 2, ouais, on va faire 5, oui. 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Vous allez voir, ce sera presque la même chose. Alors, donc au départ, qu'est-ce qu'on a? On avait notre vecteur A. On a ajouté 3 valeurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À partir des itérateurs, on va se positionner sur un intervalle et charger la A par les valeurs qui sont dans l'intervalle, plutôt dans l'itérateur, dans le conteneur, le second conteneur sur lequel nous sommes placés. Raison pour laquelle, après le parcours, on a ceci. Donc, lorsqu'on est ici, nous avons aussi là les positionnements. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se positionne plutôt à J.begin et jusqu'à la fin. On prend ces valeurs et qui vont être insérées ici dans A. Pourquoi? Parce qu'on quitte de A à une position, on veut la recharger avec qui? Avec les valeurs qui sont dans l'intervalle J, K.
J et K étant bien évidemment des itérateurs. Cette troisième signature prend en paramètre trois itérateurs, à la différence des deux autres. Alors, cette dernière signature, elle a trois arguments qui sont de type itérateur. Par exemple, dans notre cas, on a fait insert IJK, on les a appelés des IJK. Ils sont tous des itérateurs. Donc, ça veut dire quoi? Cette méthode prend en paramètre trois itérateurs et elle insère les éléments existants entre qui? Entre J et K à l'emplacement I. L'emplacement I correspond à quoi dans notre cas d'exemple? Dans notre cas d'exemple, I correspond à quoi? À l'emplacement que nous avons pris ici, à I++. Donc, si on clique sur le vecteur A, ici on a trois valeurs, à I++, ce sera à 2. À l'emplacement 2, on va insérer quoi? On va insérer les valeurs qui se trouvent dans l'intervalle JK. Dans l'intervalle JK, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les valeurs de notre deck qui correspondent à quoi? À 2, 2. On a deux valeurs tout simplement. Je veux dire comment? On a trois, elles sont combien? On a deux valeurs. Si on prend JK, parce qu'on va quitter de la position 2 jusqu'à la fin. Donc on aura tout simplement deux valeurs. Il faut venir s'ajouter ici là à notre A. Donc c'est ce que dit en fait la méthode. La méthode dit tout simplement quoi? On prend trois itérateurs et on va insérer les valeurs qui sont à position J et K dans I, à partir de la position I en fait. En fait, comment on peut être à l'élément 3? J pour begin, comment ça va être à 3? Je ne comprends pas. J c'est quoi? C'est un itérateur. B c'est qui? B c'est le conteneur. B c'est le conteneur qui a quoi? Qui a trois éléments initialisés les deux. Le conteneur B aura pour valeur 2, 2, 2. Voilà ces éléments. Il a trois éléments, tous initialisés à 2. Donc, lorsque nous sommes toujours dans un conteneur ordonné, on peut également supprimer des éléments en se servant toujours de nos itérateurs, bien évidemment. C'est ce qu'on va voir tout de suite là. Donc, comment on peut supprimer les éléments d'un conteneur ordonné à l'aide des itérateurs, puisque les itérateurs sont toujours en train de parcourir les éléments. Et lorsqu'on parcourt, on peut également faire des suppressions. Il existe une autre méthode. Tout ce que vous êtes en train de faire, en fait, ce sont des méthodes qui vont être appliquées. Et donc, il y a de cela la méthode erase, donc suppression. Donc, ce sont dans le cadre de la suppression. On va faire cela, la suppression d'éléments dans un conteneur ordonné à l'aide, bien évidemment, d'itérateurs. Et pour ce faire, on utilise quelle méthode? Il y a la méthode erase. Bon, en anglais, ça dit déjà tout. Parce qu'on parle d'erase. Ça va prendre un paramètre tout simplement ici là, un paramètre. Elle prend un paramètre, en fait, c'est un itérateur. Et elle va tout simplement ici là aller supprimer l'élément vers lequel l'itérateur en question pointe. C'est une fonction qui est void, donc elle ne retourne rien. Lorsqu'elle va supprimer, ça serait tout. Elle a deux signatures également, donc il y a notre méthode, elle est surchargée. Il y a notre méthode qui va prendre un paramètre. En fait, à l'appel, elle va prendre deux arguments. Elle aura deux arguments. En fait, lors de la signature prend un paramètre la signature prend deux paramètres qui sont deux itérateurs. Il supprime en fait les éléments existants entre ces deux itérateurs-là. Toujours un intervalle. Il y a quelque chose que tout à l'heure, peut-être vous n'avez pas compris ici, par rapport ici là, à l'insert. Qu'est-ce qu'il a dit de la définition? Lorsqu'on prend l'intervalle, lorsqu'on prend l'intervalle JK, lors de l'insertion avec les itérateurs, K n'est pas inclus. Donc, l'élément qui est en position K ne sera pas inclus.
Voilà, ici là également, lorsqu'on fait le iris, il y a 2 signatures. Donc on va la première va tout simplement ici là aller prendre en paramètre un seul itérateur et supprimer l'élément vers lequel l'itérateur là va pointer. Et la deuxième méthode, ce sera un erase qui va pas m'en permettre 2 itérateurs cette fois-ci. Il va tout simplement ici là les supprimer. Donc supprimer les éléments existants entre les 2 intervalles, donc entre I et J. Et J est non inclus également, comme dans ce cas-ci en fait. Tous deux sont des méthodes, donc sont des voids, donc des fonctions qui ne retournent rien. Donc après la suppression, elle ne retourne même pas l'élément qui a été supprimé. Voilà un exemple, c'est assez simple. On peut tout partir sur notre même exemple ici. On crée toujours notre vecteur, on va toujours quitter sur notre vecteur A. Après, on aura notre itérateur. Ce que je l'ai mis. On a premièrement notre conteneur, qui est un vecteur. Après, nous avons ici notre itérateur I, même type que le type du conteneur. Bon, on va prendre les 2 itérateurs directement pour aller vite. On va prendre 2 itérateurs. Première des choses, on ajoute tous les éléments à notre itérateur. Bon, on va prendre la même chose. Toujours avec le pushback. Vous devez être habitué. On va faire un pushback. Voilà, cette fois-ci, on va mettre 4 valeurs. 1, 2, on peut prendre les 3, 4. Et une fois que notre conteneur a été rempli, on peut donc se positionner. Suivant I et J par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait? I reçoit donc app.begin. Ah, j'ai oublié comment on annule cet élément-ci. Il va me déranger. Je vais fermer, ouvrir à nouveau. Et de mon app.begin. Bon, c'est le même principe. Et on se positionne toujours. On incrémente pour si on veut passer à la position suivante. Même principe. Il reçoit app.begin. I++ pour se positionner. Et maintenant, on se positionne, on peut également se positionner. J'aime plus aller à la ligne. On peut se positionner également à J. Mais cette fois-ci, on prend un J qui est à la fin. On va prendre ici la J. Reçoit A.N. Que sont des itérateurs. Donc, J on va se positionner plutôt à la fin. Maintenant, au contraire, J, on va plutôt se placer au dernier, avant-dernier élément. On va pas incrémenter pour partir au suivant, mais ici, on va plutôt rentrer. Parce que qu'est-ce qu'on avait dit par rapport ici là au N, si vous vous rappelez? On s'est positionné. Maintenant, on peut faire une suppression. Donc, si on fait là maintenant A.iris, on peut prendre la deuxième méthode. C'est la même chose. A.iris. Donc, le plus souvent, lorsque vous allez travailler sur les données, après, vous allez vouloir vider en fait votre tableau, par exemple, pour continuer. Vous pourrez être dans une boucle. Bon, ça, c'est dans ce cas que ces méthodes seront utiles pour vous. Donc, ça, vous allez toujours les utiliser dans certains cas, en fait, donc ne vous inquiétez pas. Lorsqu'on va faire A.iris, puisqu'on est en train de vouloir supprimer à partir d'une position à une autre, on va supprimer sur un intervalle. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut bien évidemment afficher d'abord la taille de A après la suppression, la suppression en fait. C'est ce que on a dit. On a dit que la méthode iris permet de faire quoi? De supprimer des éléments. Et dans notre cas, on va supprimer plusieurs éléments puisqu'on a pris un intervalle. On a utilisé la deuxième signature de la méthode iris qui prend 2 itérateurs qui va supprimer les éléments entre cet intervalle IJ là.
J non compris. Et bien évidemment, I et J sont des itérateurs. Donc bon, pour voir si ça a été supprimé, on va d'abord afficher ici la taille de notre conteneur. Tous les conteneurs qui existent pour utiliser la taille, c'est utiliser la méthode size. Alors, lorsque vous faites A.size, ça vous permet ici là de avoir la taille. Une fois qu'on a fait la taille, qu'est-ce qu'on peut faire donc? On peut donc afficher les éléments. Étant donné qu'on est quitté avec 4, on s'est positionné à l'élément à I. Voilà. 2 jusqu'à J moins. On se positionne, quand on se positionne, si on prend l'intervalle qui a 2 éléments, donc on va supprimer les 2 éléments de cet intervalle-là. IJ aura 2 éléments. On va supprimer ces 2 éléments-là. Ils seront quoi? Ils seront 2 et 3. On se positionne à I plus 1. Il vaut 2 jusqu'à l'élément c'est la moins 1, il vaut 3. Donc les 2 s'ils vont être écrasés, il va donc rester quoi? Il va donc rester 1 et 4. Donc on a mis la taille qui a changé. Donc de 4 à 2. Vous voyez que c'est pas compliqué en ce qui concerne les itérateurs. C'est tout, hein, c'est tout en ce qui concerne les itérateurs. Je vous montre tout simplement comment parcourir, comment insérer, comment supprimer. Voilà ce que vous avez besoin de savoir en ce qui concerne les itérateurs. Il n'y a rien d'autre de nouveau. Il faut juste connaître ces différents conteneurs-là et savoir les utiliser. Ok, donc ça c'était tout en ce qui concerne les itérateurs. Nous avons vu les conteneurs, nous avons vu les itérateurs, nous avons vu les templates. On s'en va dans la dernière partie, qui est la partie sur les algorithmes en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la STL, c'est une librairie, il y a tellement de choses en fait. On ne peut pas tout les voir dans un coup. Si on veut voir dans un coup, on va faire même un an. On ne va jamais voir tous les éléments. C'est comme je vous dis chaque jour en programmation, en ce qui concerne les librairies, c'est à vous, lorsque vous travaillez, parfois chercher dans la documentation s'il y a quelque chose qui peut vous être utile. Ici, là, ce qu'on fait, c'est tout simplement une introduction à la STL. C'est dans un projet qu'on pourra peut-être dire que bon, on a besoin de tel algorithme, on a besoin de tel algorithme, oui, on a besoin de telle structure. Est-ce qu'on regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de le faire de la documentation? Et on s'en va chercher. C'est comme ça qu'on travaille lorsqu'on est programmeur. Parce qu'on ne pourra pas tout voir, on ne pourra pas étudier tout le langage de fond en comble. Dans la dernière partie, c'est là, lorsqu'on parlait de la STL, ce sont les algorithmes en fait. Donc, la STL propose, on peut dire, toutes sortes d'algorithmes, hein. Et lorsqu'on parle d'algorithmes, ce sont les algorithmes classiques, les algorithmes que vous connaissez. Et à quoi servent les algorithmes? Lorsqu'on parle d'algorithmes, ça veut dire quoi? Ça permet de traiter les données, les conteneurs. On a un conteneur qui a des données. Lorsqu'on applique un algorithme sur des données, c'est pour traiter ces données-là. Ça nous empêche ici là de réinventer la roue. Donc, avec ça, on va gagner en temps et ça va nous éviter ça va nous permettre de gagner en temps, tout simplement. Donc, tout comme ici là, les conteneurs, vous pouvez utiliser les algorithmes que propose ici là, la STL. Dans votre fichier, à l'entrée, vous allez toujours inclure un header spécifique. Le header spécifique qu'on utilise le plus souvent, c'est algorithme. En anglais, vous dites algorithme. Algorithme. Donc, tout simplement, JS include. En anglais, algorithme. Donc, voilà le header qu'on va utiliser pour pouvoir faire appel aux algorithmes que propose la STL. Alors, lorsqu'on parle d'algorithme, par exemple, vous avez des données. Quel peut être un exemple d'algorithme qu'on peut appliquer sur des données? Vous avez un ensemble de données. Ça peut être que vous voulez, par exemple, faire une recherche. Puisqu'on parle de traitement, on veut traiter les données. On peut vouloir rechercher. Ici, on parle des algorithmes. Lorsqu'on parle d'algorithme, c'est quelque chose qui fait un traitement vraiment spécifique, un traitement classique. L'exception n'est pas classique. Exactement, faire des tris, etc. Ce sont des algorithmes classiques. Donc, quelque chose de spécifique qu'à chaque fois, on a toujours besoin. Bon, l'insertion, elle est liée directement
au contenu en question. On a un tableau, on a un vecteur, il faut ajouter les données. Là, c'est classique, c'est lié directement au contenu. On a les là, ça concerne les données. Or, nous avons déjà les données. Lorsqu'on parle d'algorithme, ça veut dire qu'on a déjà les données et on veut appliquer des algorithmes dessus. Donc, l'un des algorithmes qu'on utilise le plus souvent en informatique, c'est la recherche. Il n'y a aucun logiciel que vous allez faire qu'il n'y aura pas de recherche. Et quand vous prenez par exemple les logiciels de gestion et tout, quel que soit le logiciel que vous faites, il y a toujours la recherche, que ce soit un site web, que ce soit un logiciel desktop, il y aura toujours la recherche. C'est l'élément le plus utilisé. Raison pour laquelle dans la STL, on a déjà implémenté un algorithme de recherche qui s'appelle Find. Grâce à la fonction Find, qui va prendre en paramètre deux itérateurs et une valeur, elle va nous retourner donc ici là l'itérateur. Dans ce cas donc, si la valeur se trouve entre les éléments qui sont pointés par les itérateurs qu'on va prendre en paramètre, là par exemple, je vais considérer un exemple. Donc là par exemple, on part par exemple sur la fonction find pour la recherche. Donc find pour recherche d'un élément dans un conteneur. J'ai par exemple un vecteur. Je veux rechercher un élément à l'intérieur. J'ai par exemple une map. Je veux rechercher un élément à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire appel ici là à l'algorithme find. Donc, dans la STL, j'ai une fonction find qui est un algorithme qui me permet de faire la recherche dans un conteneur. Et pour ce faire, cette fonction en fait prend trois arguments, trois paramètres autant pour moi. La fonction a trois paramètres. Le premier paramètre, c'est deux itérateurs i, j, et la valeur recherchée. Donc, on peut en paramètre quoi? Deux itérateurs et la valeur qu'on veut rechercher. Et elle va retourner quoi? Elle va retourner un itérateur. Donc, cette fonction-ci retourne un itérateur. Et si vous vous rappelez très bien par rapport à l'itérateur, lorsqu'on a un itérateur, forcément, on aura sa valeur parce qu'elle c'est une valeur pointée. Donc, à partir de l'étoile, on a le contenu. On peut avoir le contenu. Donc, lorsqu'on fait appel à la fonction find en précisant les différents paramètres, si la valeur se trouve entre les éléments pointés par i et j, puisque i et j c'est un intervalle, donc si la valeur se retrouve dans l'intervalle, alors si la valeur se retrouve entre les éléments pointés par les itérateurs i et j, toujours j n'est pas compris en fait dans l'intervalle, ce qu'il faut toujours comprendre. Donc l'itérateur j n'est pas compris dans l'intervalle. L'itérateur va donc faire quoi? Retourner. L'itérateur qui sera retourné va pointer vers cette valeur. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si la valeur ci se retrouve donc dans l'intervalle de notre conteneur qui était segmenté entre i et j, alors l'itérateur qu'elle va retourner va donc pointer vers la valeur que nous sommes en train de rechercher. Donc, on pourra donc accéder à cette valeur-là. Si elle ne trouve pas dans la valeur, elle va retourner cela j. J vous dit qu'elle n'est pas trouvée. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? J n'est pas compris dans l'intervalle, elle va retourner les pointeurs j. Dans le cas où, ça veut dire que nous sommes sortis sans avoir trouvé l'élément en fait. Est-ce que c'est clair? Okay. Un exemple très simple pour faire appel pour montrer l'exemple, l'utilisation de l'algorithme find. Vous voyez que ça c'est classique. Dans votre logiciel que vous allez créer maintenant, quand vous allez vouloir rechercher par exemple quelqu'un, vous allez vouloir rechercher par exemple un produit. Vous voyez qu'il va y avoir un exemple très simple. Vous utilisez les itérateurs pour rechercher votre produit facilement. Donc, dès que vous allez d'abord, quand vous voulez rechercher un produit, vous sélectionnez d'abord la liste des produits dans la base de données. Vous mettez dans une map, vous mettez dans un vecteur, après vous mettez dans ce qui vous correspond. Et une fois que vous avez mis, vous appelez dans votre fonction de recherche en utilisant votre itérateur. Oui, ça devient trivial. Or, si vous ne le faites pas, vous serez obligé d'aller réimplémenter la méthode de recherche. Bien évidemment, derrière, c'est une méthode qu'on a écrite. Il y a plusieurs méthodes de recherche qui existent. Vous pouvez vous exercer, par exemple, en faisant ces algorithmes-là. Il y a plusieurs types de recherches. Lorsqu'on fait l'algorithmie, par exemple, on vous montre tous les types de recherches qui existent
Comment vous pouvez faire les recherches dans des listes, etc. Bon, si plus vous avez résolu un petit peu ce problème-là, vous avez donné déjà directement dans la STL une fonction qui permet de faire la recherche. Alors, pour faire un petit exemple, on va toujours aller là sur un vecteur. Donc, on va quitter là sur un vecteur d'entier. Ici, qui est int. On va l'appeler toujours A. Et comme toujours, je déclare toujours, je déclare directement. Je déclare directement, et c'est là mon itérateur. Il va s'appeler I. Bien évidemment, lorsque vous allez nommer vos variables, vous avez déjà rappelé, il faut que les variables soient parlantes. Vous permettez de vous retrouver, même si vous venez après peut-être 2 mois sur votre code. Après, lorsqu'on a déjà créé notre conteneur, on ajoute tout simplement les éléments. Un vecteur, c'est le pushback tout simplement pour ajouter les éléments les uns à la suite des autres. On peut commencer par la valeur, par exemple, 3. On ajoute par exemple 9. Après, on ajoute 1. Après, on ajoute par exemple 5. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut rechercher un élément dans notre conteneur. Et pour que je cherche un élément, qu'est-ce qu'on a dit? On peut utiliser la fonction ou alors la méthode find qui prend en paramètre 3, il prend 3 valeurs en paramètre. 2 itérateurs ij qui sont les intervalles dans lesquels on va rechercher et la valeur qu'on veut rechercher. Alors pour se positionner donc dans l'intervalle en question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se positionner à quoi? A.begin et à A.n. Si on veut chercher dans tout, je dis ça comment? Si on veut rechercher dans tout notre conteneur, il faut bien qu'on se positionne au début et à la fin. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Que le J n'était pas compris. C'est-à-dire quoi? Puisque le N nous mettait à quelle position? À la dernière position. Ça veut dire que si on sort sans avoir retrouvé, c'est soit à la dernière position, pour dire que ça n'existe pas. En fait, soit à la fin pour dire que ça n'existe pas, puisque ça se mettait après. L'itérateur N se positionne après le dernier élément. Donc, si on se positionne par exemple avec I, il faut quoi? Find the A.begin A.n. On peut rechercher par exemple la valeur. Bon, je cherche la même valeur qui allait. On va par exemple chercher 9. À vous de me dire. On va essayer d'afficher pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si on fait tout simplement un cout, on fait un cout. Alors, pour afficher la valeur, qu'est-ce qu'on avait dit? On utilisait l'étoile pour déréférencer. Parce qu'on a dit que c'était un pointeur. Nous avons dit que c'était un pointeur. Bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? On va rechercher 9 entre quel intervalle? Entre la position 1 et la position 4. Et bien évidemment, ça se trouve à l'intérieur. Donc, il va donner cela 9. Donc, si on compile, vous allez voir, ça trouve ça bien trouvé la valeur. Vous voyez, c'est magique. Ça vous fait la recherche sans que vous ayez écrit un code derrière. Bien évidemment, on peut implémenter ça nous-mêmes en parcourant avec une boucle for, en utilisant des algorithmes de recherche qui existent. Il y a plusieurs algorithmes de recherche qui existent déjà. À vous maintenant si vous voulez réimplémenter, vous allez réimplémenter. Mais ça existe, on a déjà implémenté pour vous avec la STL. Donc, tout simplement, vous allez juste utiliser pour ne pas vous casser la tête. Si je recherche par exemple 8, regardez ce qui va se passer. Ne retourne rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à l'intérieur. Et puisqu'il n'est pas à l'intérieur, quand il n'est pas à l'intérieur,
ça va pointer vers J. Au J, J est où? Il a N. Le N, c'est quoi? Le N, c'est l'élément après, voilà, après le conteneur. Donc, il pointe sur nul, en fait. Si on veut bien parler, en fait. Il pointe sur le nul. Donc, du coup, vous allez voir ces zéros pour dire qu'il n'a rien trouvé, en fait. Il n'a pas trouvé. Enfin, l'un des plus utilisés, même. Parce qu'il n'y a aucun logiciel que vous allez faire qui n'a pas la recherche. Là, c'est sûr. Tout ce que vous allez faire aura toujours la recherche. À un moment donné, vous serez toujours tenté de rechercher quelque chose. Que ce soit déclenché par l'utilisateur ou bien déclenché par vous-même pour exécuter certaines tâches. Alors, parmi les algorithmes qui existent également, il y a une fonction qui lui permet de faire la décompte des occurrences d'un élément dans un conteneur. Donc, si on a un conteneur, on veut essayer de compter le nombre d'occurrences qui est dans ce conteneur-là. Il y a également une autre fonction ou alors une autre méthode, une fonction, si on peut dire comme ça, qui existe également dans la STL. Donc, parmi les algorithmes qui existent, elle s'appelle la fonction count. Donc, la fonction count va vous permettre tout simplement ici là, de décompter ici, là, les occurrences d'un élément dans le conteneur comme j'ai dit tantôt. Et elle va prendre en paramètre deux itérateurs toujours. Donc, on aura une itérateur I, une itérateur J. Vous aurez compris un peu le fonctionnement. Et bien évidemment, une valeur qui va s'appeler val. On va l'appeler avec val. Et qu'est-ce qu'elle va donc faire? Elle va retenir cela, le nombre d'occurrences de cette valeur située entre les éléments sur lesquels nous pointons. Les éléments pointés par I et J. J est toujours non compris. Parce que le plus souvent, on va toujours prendre J comme étant ici le N. Et puisque c'est le N, forcément, il n'est pas compris dans l'intervalle. Est-ce que vous comprenez un peu le rôle de cette fonction-ci? Donc, par exemple, j'ai un tableau. Je suppose, par exemple, que j'ai sorti de créer un logiciel, par exemple, de gestion des notes. Ou alors les moyens des étudiants. Vous voyez que pour pouvoir classer les étudiants, ce n'est pas vous qui allez les classer à la main. Imaginez, vous êtes dans un lycée de 5000 personnes, vous allez classer tous ces élèves-là. Et à l'intérieur de ces élèves-là, nous avons des personnes, voilà, des élèves qui auront la même note. Il faudrait bien à chaque fois connaître, bon, si on a des étudiants qui ont la même note, par exemple, on va commencer, vous allez faire peut-être une boucle pour qui va parcourir toutes les notes, pour essayer de classer chaque étudiant par leur note. Donc, par exemple, tous ceux qui ont 10, tous ceux qui ont 11, tous ceux qui ont 12, tous ceux qui ont, par exemple, 14, vous voulez savoir, par exemple, le nombre de personnes qui ont une certaine moyenne dans tout l'établissement. Imaginez, vous avez un établissement de 10 000 élèves. Vous voyez que vous ne pouvez pas le faire de manière manuelle. Il faudra donc, par exemple, avec le conteneur, si vous avez installé ça dans une variable, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc là tout simplement passer en paramètre la valeur. Ça peut être que je veux chercher tout le nombre d'élèves qui ont peut-être 10. Je veux compter le nombre d'occurrences des élèves qui ont 10 dans l'établissement. Sachant que la liste de mes élèves de l'établissement sont passés ici là dans un conteneur. Ça peut être le nôtre, ça peut être des structures. Donc vous allez faire, ça va dépendre de comment vous travaillez avec vos structures, votre conteneur. Donc, dans ce cas, par exemple, ça va vous retenir. Par exemple, si vous voulez savoir le nombre d'élèves qui ont eu 10 dans l'établissement, vous allez mettre 10. Vous voulez savoir le nombre d'élèves, par exemple, qui ont eu 10 dans tout le lycée, vous mettez par exemple 15. C'est tant dans les lycées, peut-être universitaires, des centres de formation, etc. Vous voyez que ça devient plus facile. Parce que sans ça, par exemple, imaginez ce que vous devez faire pour pouvoir trouver cela. Bah, il faudra que vous allez dans chaque classe, vous essayez de trouver. Donc, c'est un peu fastidieux. Or, il y a déjà l'algorithme qui a été créé pour ça. Vous allez tout simplement passer l'intervalle que vous voulez, sur lequel vous voulez travailler, et vous passez la valeur. Donc, vous voulez avoir la décompte, et le tour est joué. Un exemple très simple. On va toujours aller sur notre même exemple. On va toujours aller sur un vecteur A, à l'intérieur duquel nous allons ajouter des éléments. On va ajouter certains éléments. Et on va chercher les courants sur ces éléments-là. Donc, par exemple, je vais dupliquer les éléments pour que ce soit correct pour vous. Je vais prendre là, par exemple, 3. Je vais prendre là, par exemple, 1. Je vais prendre 1. Je vais prendre 5. Je vais prendre encore 1. Je vais donc savoir le nombre d'occurrences, par exemple, de 1. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement appel à ma fonction count. En anglais, ça veut tout simplement dire compter, en fait. En français, count, c'est compter. Je fais tout simplement là donc un cout. Le count donne ses arguments.
On dit qu'elle prenait quoi en paramètre? 2 itérateurs. Donc, ça sera donc de A.begin, A.n. Ici, chez quelle occurrence? 1. Je veux savoir le nombre de fois qu'il y a 1 dans mon conteneur vector. Donc, ça peut marcher pour un tas de choses. Donc, ça dépend du type de données que vous êtes en train de traiter, en fait. Donc, ça, c'est juste un exemple. Vous comprenez peut-être dans quel cas vous pouvez utiliser cela. En plusieurs cas, on peut les utiliser. Je vous ai pris un cas simple tout à l'heure. Il y a le cas, par exemple, des comptes bancaires dans l'application bancaire. Il y a plusieurs cas d'exemples en fait que vous pouvez utiliser cela. Lorsque vous travaillez, vous allez voir où est-ce que vous pouvez utiliser cela. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il vous dit là que dans mon vecteur A, je trouve 3 fois l'occurrence 1. Donc, l'un des algorithmes également qu'on utilise, c'est l'algorithme qui permet de faire les tris. Donc, comment trier les éléments d'un conteneur? Vous l'aurez compris, toutes les méthodes sont en anglais. Lorsqu'on parle de tri en français, en anglais, c'est sort. Donc, on a la fonction sort qui va nous permettre de faire quoi? Faire le tri des éléments d'un conteneur. Donc, chaque fois qu'on va vouloir trier les éléments d'un conteneur, on va directement penser ici à la fonction sort qui prend en paramètre 2 itérateurs également, I1 et I2. Et elle va faire quoi? Elle va juste trier le conteneur en question. Il ne retourne rien. Donc, elle réalise tout simplement le tri par ordre croissant des éléments ici qui sont situés dans notre conteneur, bien évidemment dans l'intervalle qu'on a précisé. Et l'intervalle, toujours la borne n'est pas toujours comprise. Pourquoi? Parce qu'on va toujours partir de la borne supérieure comme étant ici là, la fin du table de notre conteneur. Un exemple très simple, on va juste copier la même chose ici. Vous allez voir. J'ai mon vecteur là, je prends la même chose. J'ai mon vecteur A. Qu'est-ce que je fais? Je fais un poche. Je l'insère. Bon, je vais mettre là peut-être 24. Je vais mettre là par exemple 0, 13. Pourquoi pas 13 ici? Pourquoi pas 1 là? Ok, voilà mon vecteur A. Bien, ici là par exemple, je vais travailler directement avec les itérateurs pour ne pas pour être assez clair. Donc, ce qui fait, c'est que je vais juste venir ici la copie, ce que nous avons déjà utilisé. Donc, je vais travailler directement avec les itérateurs que je vais déclarer. Donc, je déclare d'abord mon itérateur qui va me permettre de faire le parcours. Donc, I. Je déclare mon itérateur I. J, puisqu'on a parlé d'intervalle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner comme tout à l'heure. Et puis, je récupère d'abord la valeur de I. C'est parce que je vais déclarer ici. Donc, je peux directement utiliser ici là sans, euh, sans déclarer des itérateurs. Mais pour être plus propre, il faut faire déclarer l'itérateur. J'initialise avant d'aller l'utiliser. Donc, j'ai I reçoit A.begin. Je vais me positionner. Après, il fait I++ pour me positionner après le premier élément. Une fois qu'il me positionne, j'avance. Il me positionne à J. Il va recevoir quoi? Je vais traiter toute la suite du tableau. Qui sera A.n. Comment je vais trier tout le tableau en fait. Donc l'intervalle, c'est vous mettez en fait l'intervalle que vous voulez trier. Puisque moi je veux à partir du deuxième élément. Donc c'est à partir de tout ceci qui va trier. Donc si je prends J reçoit A.n, qu'est-ce que je fais? Je peux donc faire appel à ma fonction sort. Je vais prendre en paramètre les deux itérateurs I et J. Suivi de mon point virgule. J reçoit A.n. Fait un sort de I, J. Et dorénavant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donc faire un C out en gagnant le temps. Pour voir le résultat escompté. Donc, j'ai combien d'éléments? J'ai 1, 2, 3, 4. Donc, on va faire tout simplement un affichage A de 0, A de 1, A de 2, A de 3, A de 4. Vous l'aurez compris donc. Qu'est-ce que la fonction sort va permettre de faire? Elle va donc trier mon conteneur, les éléments de mon conteneur à partir ici de l'intervalle que je veux. De I, J. Mon I commence à combien? Au deuxième en fait élément de mon conteneur. Donc, si je compile et que je lance, vous voyez donc qu'elle a été triée à partir du deuxième élément. Regardez très bien ce qui se passe. Là, par exemple, je vais mettre par exemple 100. Vous montrer ce qui se passe.
Vous voyez très bien ce qui se passe. Et tri à partir d'où nous avons demandé que l'intervalle se positionne. Donc si là je viens par exemple ici, je dis, ne fais pas ça, tu as app.begin, j'actualise, ferme. Vous voyez? Vous voyez, tri à partir de l'intervalle que nous décidons de lui fournir. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc c'est assez simple donc. À tout ce qui concerne l'algorithme sort, ça permet tout simplement de faire le tri. Dans ce cas, par exemple, ça fait un tri par ordre croissant. Donc, il y en a tellement en fait de fonctions qui existent. Là, nous sommes en train de voir quelques fonctions. Tout simplement, parmi les algorithmes que nous avons vu find, nous avons vu count, nous avons vu sort, on a vu la recherche, le tri, nous avons vu encore quoi? Le décompte. Il y a également d'autres qui existent, qui sont très utilisés. Par exemple, vous trouvez, il y a un algorithme également qui vous permet de faire la recherche d'un élément minimum dans un conteneur. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une recherche d'une valeur précise avec le find. Ça prenait un paramètre de la valeur qu'on recherche. Alors maintenant, il y a un algorithme également qui permet de faire la recherche de l'élément minimum d'un conteneur. Donc, nous avons un conteneur, on va aller dans le conteneur là, chercher directement le minimum. On ne cherche pas une valeur précise, on veut chercher juste le minimum. Donc, par exemple, vous êtes dans une salle de classe, vous voulez chercher l'étudiant qui a la dernière note. Vous appelez tout simplement votre fonction. Vous êtes dans un compte, vous avez un ensemble de comptes bancaires. Vous voulez savoir qui a le plus gros compte bancaire, bien qui a le plus petit compte bancaire en termes d'argent. Vous appelez tout simplement cette fonction sur votre conteneur qui a la liste des comptes bancaires et vous avez votre résultat escompté. Donc, on appelle ça tout une recherche. Donc, ça va permettre de faire la recherche minimale, donc une recherche minimum. On recherche l'élément minimum autant pour moi. Donc, pour le faire, on utilise la méthode min underscore element, donc min element. Lorsque vous utilisez la méthode min element, ça vous permet de rechercher l'élément minimum de votre conteneur. Et elle prend en paramètre deux conteneurs, deux itérateurs, autant pour moi, désolé. Elle prend en paramètre deux itérateurs. Il va donc essayer de retourner un itérateur vers la plus petite valeur qui est située dans l'intervalle que nous précisons autant pour moi. Puisqu'on prend en paramètre deux itérateurs, les itérateurs que nous prenons en paramètre nous permettent tout simplement de définir donc ici la zone qui est concernée, c'est là par la recherche. Donc, à partir de quelle position on veut initier la recherche en fait et à quelle position on veut s'arrêter. Bien évidemment, J n'est toujours pas compris dans l'intervalle en question, dans le positionnement en question. À côté du min element, on a quoi? On a le max element qui va fonctionner de la même manière. Mais à la différence, c'est quoi? Ce sera plutôt la plus grande valeur qu'elle va retourner. Elle va retourner cette fois-ci un itérateur. Elle retourne toujours un itérateur vers la plus grande valeur. Lorsqu'on dit qu'elle retourne un itérateur vers la plus grande valeur, c'est-à-dire quoi? Une valeur pointée. Elle va pointer donc vers cette valeur-là. Et on va utiliser juste l'opérateur de déréférencement pour trouver le contenu, pour avoir le contenu sur lequel elle pointe. OK. Donc, on a notre vecteur A. On va faire un pushback peut-être de 4 valeurs. Je vais commencer d'abord par 3, 1. Je vais faire exprès, je vais mettre peut-être une valeur négative. Je vais peut-être mettre là la valeur 5. J'ai mon conteneur de type vector tableau dynamique qui a donc 5 valeurs. Je vais donc voir quelle est la valeur minimale, quelle est la valeur maximale de mon conteneur. Pour le faire, on va juste faire appel à nos deux méthodes, que ce soit min element et max element. Donc, élément maximum et élément minimum. Alors pour le faire, je peux juste faire appel à la cout. Tout simplement un cout. Je vais mettre ça dans quelque chose. Je dis par exemple c'est min. Alors qu'est-ce qu'on fait pour trouver la valeur minimale?
On appelle tout simplement la méthode en question. On l'avait appelée min. Donc, on appelle ce min element de A.begin. On a dit qu'il prend en paramètre deux itérateurs, vous vous rappelez bien. Ce sont des positions, on se positionne en début et à la fin. On aura là A.begin. Vous voyez que parfois, je crée mes itérateurs en venir les utiliser, ou bien je peux directement venir ici, là, faire directement appel au begin, puisque le begin, c'est quoi? Begin, c'est une fonction qui est directement liée au conteneur. Donc, du coup, puisque c'est de type itérateur, je peux directement faire appel à lui directement sans créer moi-même mon itérateur en question. J'espère que vous comprenez bien. Vous avez vu, parfois, je crée l'itérateur avant de l'utiliser, de passer directement ici. Comme dans ce cas-ci, j'ai créé d'abord l'itérateur, j'initialise l'itérateur avec A.begin avant de l'utiliser. Ou bien je peux directement venir cela, appeler directement mon itérateur en faisant appel directement au conteneur. J'ai mon A.begin et j'ai mon A.n. J'ai mon A.begin et mon A.n. J'ai min élément de A.begin, A.n. J'espère que ça se ferme correctement. Et je m'en vais à la ligne. Même chose pour max. L'élément maximum, je fais tout simplement max, soit quoi? Ici, là, au lieu de min, je mets plutôt max élément, le même intervalle. Donc, ça va venir dans mon conteneur vector qui a 4 éléments, me retrouver l'élément le plus petit et l'élément le plus grand. Vous voyez que si vous voulez implémenter ça vous-même, vous devez faire une boucle for, vous devez faire les choses. Pourtant, avec le conteneur, ça devient facile. Avec les algorithmes qui sont liés directement au conteneur, ça devient plus facile pour vous. Vous faites juste une réutilisation de ce qui existait déjà. Et c'est là que la méthode min element prend en paramètre deux itérateurs et retourne un itérateur vers la plus petite valeur située entre les éléments pointés par i et j. Donc, pour pouvoir afficher ces valeurs-là, puisque c'est un itérateur qui va être retourné, on ne peut pas directement afficher un itérateur. On utilise l'étoile. Donc, si on actualise, vous allez très bien voir. On a quoi? L'élément minimal. Et on a l'élément, le min, on a le min et on a le max. On va donc s'arrêter ici là en ce qui concerne dans, les notions avancées sur le langage C++. Donc, c'était tout donc pour le cours qui était prévu pour le C++. Et nous allons donc retrouver peut-être plus tard pour parler de certaines autres choses, notamment peut-être pour introduire ici là, si vous voulez, un peu du jeu vidéo, un peu d'introduction ici là aux interfaces graphiques. Et bien évidemment, essayer de voir comment communiquer en réseau, avec peut-être un logiciel qui fonctionne en réseau. Ça, c'est les perspectives. Donc,